maintenant à travers le personnage, on pourrait constater la chose suivante. Là encore, je suis très général, je généralise, je simplifie beaucoup la réalité. Mais je crois que ce que l'on peut dire quand même, c'est que le personnage n'a pas vraiment disparu. Alors qu'on pouvait penser dans les années 50-60 qu'il disparaissait avec Beckett, avec Sarraute. Dans les textes de Sarraute, il n'y a plus de nom de personnage. Il y a femme 1, 2, 3 ou homme 1, 2, 3, mais il n'y a plus de nom. Dans ces textes dont je parle, le personnage fait une réapparition. Donc il n'y a pas eu une dissolution du personnage dans le discours, dans la textualité, mais il y a une réapparition du personnage. Mais en même temps, c'est un personnage qui n'est plus un personnage naturaliste ou réaliste. C'est-à-dire que l'effet de référentialisation, le retour d'un personnage réel, s'accompagne, en particulier chez des auteurs plus réalistes comme Bourdet, Calafert, Rousseau, Joanneau, s'accompagne d'un travail de stylisation. C'est-à-dire que le personnage est un petit peu abstrait, même s'il y a quand même des effets de réel. C'est-à-dire qu'on reconnaît des personnages de notre contexte, mais en même temps, cette reconnaissance toujours un petit peu difficile et très très travaillée par l'auteur. Donc il y a un effet de référentialisation, il y a aussi un effet, j'appellerais ça un effet de recollement du personnage. On recolle les morceaux. Ce qui, dans le puzzle, par exemple dans Portrait d'une femme de Vinaver, l'idée c'est, à partir de fragments, de donner la possibilité au lecteur de reconstituer, de recoller un personnage qui prend une cohérence assez forte. On reconstitue, on recolle le personnage à partir de discours très très tortueux, très contradictoires. Autrement dit, il y a, me semble-t-il, un autre rapport entre la personne et le discours dans cette écriture. C'est-à-dire que le personnage et le discours, ou le personnage et le texte, si vous voulez, ne sont plus considérés comme contradictoires, comme exclusifs, mais, je dirais, ils se complètent, ils s'entraident. L'effet de personnage n'efface pas le texte. Donc, on n'a plus besoin de partir d'une recherche psychologique ou réaliste sur les personnages. On n'a plus besoin de l'acteur studio pour jouer ces personnages, vraiment pas. On n'a pas besoin d'une interprétation naturaliste, mais on a plutôt un travail conscient de soi, ce qu'on pourrait appeler un théâtre théâtral, au sens de Meyerhold. C'est-à-dire qu'on a la conscience que c'est du théâtre. Mais en même temps, c'est pas comme dans le nouveau roman ou dans le nouveau théâtre, c'est pas du Pirandello, c'est pas une manière de contredire le théâtre par le théâtre, mais c'est une référence à l'énonciation, une référence à la théâtralité, une référence à la convention. On le voit très bien, par exemple, dans Coltès, surtout la manière dont Coltès était joué par Patrice Chéreau. Le jeu est toujours mêlé chez Coltès il y a toujours dans ce jeu des effets de réel, des effets de contemporanéité, c'est-à-dire des références à notre monde, mais en même temps l'acteur doit jouer faux, ou l'acteur doit donner l'impression qu'il joue, qu'il théâtralise son jeu. Autrement dit, dans ces écritures, ce qui me frappe, c'est que la division entre faux et authentique, entre ludique et psychologique, cette division ne fonctionne plus ou est remise en question. Si vous prenez l'exemple de la pièce Allegria de Joanneau, vous voyez à la fois un acteur qui représente Shostakovich, qui représente un compositeur, avec beaucoup d'effets de réel, mais en même temps, vous le voyez jouer son rôle, vous le voyez être un maestro, vous le voyez cabotiner, vous le voyez fabriquer tout ce qu'il a à faire. Donc, ce qui est frappant, c'est que le personnage n'est plus uniquement un personnage réel, mais c'est un personnage qui fait référence à ce qui n'est pas lui-même, à la théâtralité, et en même temps, il n'y a plus contradiction entre ces deux aspects. Alors,
Ceci nous amène à nous interroger sur la question de la vision du monde. Est-ce qu'il y a, derrière toutes ces écritures différentes, une vision du monde, une vision globale du monde? Bien sûr, il n'y a pas une vision globale du monde au sens d'une totalité, au sens d'un système philosophique, au sens d'une philosophie contemporaine. Nous ne sommes plus dans l'existentialisme ou dans l'absurde. Il y a plutôt, je dirais, une vision aigre-douce de la réalité. Mais c'est une vision qui n'est pas une vision nihiliste, qui n'est pas une vision négative. L'idée, c'est que notre monde est en morceaux et nous pouvons essayer de le reconstruire morceau par morceau. Donc, on n'essaie pas de trouver une totalité, mais on essaie de partir des fragments de cette réalité. Il y a donc à la fois un processus de reconstruction qui correspond à ce que j'ai montré sur le personnage, d'une globalisation des problèmes, mais en même temps, on essaie de différencier les problèmes, on essaie de serrer les problèmes. Il y a une individualisation des problèmes. Donc on essaie de reconstruire, je dirais, sans illusion, mais sans désespoir. Et en même temps, si on essaie de reconstruire, c'est parce qu'on pense que l'altérité est encore un mode de fonctionnement de l'espèce humaine. L'altérité remplace encore une fois le monodrame à la Beckett ou Ionesco. Nous avons dépassé cette phase, je dirais, très fortement nihiliste que l'on trouvait chez Rainer Müller, chez Thomas Bernhardt et chez d'autres, et chez Beckett évidemment aussi. Donc il n'y a plus, c'est peut-être ça la conséquence, c'est qu'il n'y a plus la radicalité des années 60 et 70. On est loin du théâtre de l'absurde, du non-sens, de l'existentiel, de l'indicible beckettien, mais il n'y a plus un refus global des choses, mais plutôt le début, je dirais, de refus-acceptation partielle et délocalisée. Une volonté tout de même de dialoguer, une volonté de se battre, de changer le monde en se battant. Donc cette fin de siècle n'est pas une fin de siècle, à mon avis, blasée, n'est pas une fin de siècle un petit peu désespérée, mais plutôt, malgré les apparences, une fin de siècle plutôt constructive, plutôt pleine d'espoir, d'une certaine manière. Même si, bien sûr, la solitude, et ça c'est commun à tous ces textes, la solitude caractérise tous ces textes. Et on ne sait pas trop d'où vient la solitude. Et Koltès écrit très joliment à ce sujet: les remparts qui se dressent entre les gens sont-ils traduits par le langage, ou est-ce le langage qui est à l'origine de leur solitude? Je dirais qu'il y a là une relation dialectique. Je vais maintenant aborder la question du rapport entre ces textes et leur lecture, ou ces textes et leur mise en scène. La mise en scène des textes contemporains, je donnerai quelques caractéristiques globales de cela. Premièrement, si on met en relation le texte et la situation scénique, le texte et le jeu, le texte et la manière de le jouer, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Dans tous ces textes, il me semble que le texte est plus ou moins inscrit, ancré dans la situation. Il y a, je dirais qu'en règle générale, ça c'est un petit point de théorie, peut-être que j'amènerai ici, en règle générale, un texte fort, un texte sémantiquement, syntactiquement, poétiquement fort, ignore la situation scénique